Je vois que Monsieur le ministre est parmi nous. Bonjour à toutes et à tous. Il est 16 heures, je ne sais pas quelle heure à Paris, il est 11h30 à Paris, 16h30 ici au Cambodge. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Florian Bohème, je suis le président de la commission des affaires sociales de l'Assemblée des Français de l'étranger et durant l'heure qui va suivre, je suis votre modérateur pour ce webinaire organisé en présence du ministre délégué chargé du commerce extérieur et des Français de l'étranger sur le thème de la Caisse des Français de l'étranger et plus spécifiquement sur la communication publique d'un rapport des missions de l'IGAS et de l'IGF. Je laisserai les inspecteurs de l'IGAS et de l'IGF expliquer ce qu'est leur mission. Ça sera, je crois, beaucoup plus simple. Monsieur le ministre, je souhaite vous remercier puisque vous avez accédé à cette demande que nous avions fait lors du lancement des assises de la protection sociale des Français de l'étranger, d'avoir une communication publique de ce rapport sur la Caisse des Français de l'étranger. Et cette réunion se tient aujourd'hui. Soyez-en remerciés. Dans quelques secondes, je passerai la parole à la présidente de l'Assemblée des Français de l'étranger, Hélène de Grise. Cette réunion aujourd'hui se tient dans le cadre des assises de la protection sociale des Français de l'étranger. Ces assises ont commencé en mars dernier à votre initiative, Monsieur Saint-Martin, et doivent se conclure le 10 octobre prochain. Doivent se conclure le 10 octobre prochain par une conférence de consensus et ensuite le 15 octobre par un vote formel de l'Assemblée des Français de l'étranger. Aujourd'hui, notre ordre du jour appelle donc cette communication sur le rapport de l'IGAS et de l'IGF. Je vais tout de suite passer la parole à la présidente de l'Assemblée, Hélène de Grise, demander vraiment aux participants de bien couper vos micros parce que nous sommes assez nombreux aujourd'hui. Alors, si chacun peut couper son micro. Et enfin, bien évidemment, je crois que cette journée est un peu particulière ou même très particulière pour la République française avec un vote important qui doit se tenir cet après-midi à l'Assemblée nationale. C'est évidemment aussi quelque chose qui heurte directement notre calendrier des assises de la protection sociale. Mais nous sommes bien évidemment déterminés à aller jusqu'au bout et à faire des propositions concrètes, consensuelles. Et je ne doute pas que cette réunion aujourd'hui va permettre aussi d'éclairer les débats citoyens. Madame la Présidente, chère Hélène, je te passe la parole. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, au nom de l'Assemblée des Français de l'étranger, je vous salue toutes et tous et vous souhaite la bienvenue à ce webinaire. Monsieur le ministre, merci d'avoir été à l'initiative de cet événement important qui s'inscrit dans nos assises de la protection sociale. Je remercie les inspecteurs pour le travail nécessaire accompli. Nous approchons du sprint final de ces assises qui ont représenté 6 mois de consultations mondiales, d'échanges, de travail. Une période unique pour l'AFE et la représentation non parlementaire des Français de l'étranger. C'est vous, Monsieur le ministre, qui avez confié à l'AFE l'organisation de ces assises en activant pour la première fois l'article 12 de la loi de 2013. Depuis 6 mois, l'AFE, et le groupe de travail Assises en particulier, travaillent d'arrache-pied autour de 3 thématiques. La CFE est l'une d'entre elles. Vous aviez dit souhaiter aborder ces assises sans totem ni tabou, et ces 6 mois ont permis une mobilisation valeureuse qu'il convient de souligner. Les travaux, avec l'accompagnement précieux de la CNDP, sont un exercice inédit. Nous connaissions le contexte politique dès que nous avons débuté ces assises. Dans ce contexte, nous sommes déterminés à les mener jusqu'au bout, sans angélisme et avec réalisme pour nos communautés expatriées. Je rappelle la conférence de consensus qui se tiendra vendredi 10 octobre à Paris. Pour celle-ci, un panel citoyen a été mis en place dans une démarche novatrice. Environ 160 personnes ont candidaté pour 60 panélistes et 20 suppléants à l'issue d'un tirage au sort. Ces panélistes, qui représentent la diversité des Français établis hors de France, débattront sur les propositions issues des consultations et formuleront des recommandations qui seront ensuite soumises au vote de l'Assemblée des Français de l'étranger. À l'issue de cela, un livre blanc sera remis au ministre. Cette conférence est un moment fort et unique de démocratie participative. Ces assises permettent aussi d'innover. Je citerai Panoramique, la plateforme d'intelligence artificielle qui permet à chacun de poser ses questions librement et d'obtenir des réponses claires et sourcées.
Parmi les 3 thématiques des assises, nous notons que la CFE est celle qui mobilise le plus nos communautés. Nous le voyons dans les réactions, les contributions, les cahiers d'acteurs et même les visionnages de webinaires. Parions qu'il en sera de même avec l'échange de ce jour, que j'espère aussi dense que fécond. Je ne serai donc pas plus longue et je vous remercie. Je vous souhaite un bon webinaire et je vous dis au 10 octobre à Paris. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et je passe la parole à Laurent Saint-Martin, ministre délégué chargé du commerce extérieur et des Français de l'étranger. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales de l'Assemblée des Français de l'étranger, cher Florian Bohème, en saluant et remerciant également la présidente de l'AFE, Hélène de Gries, pour ses propos introductifs et à travers elle l'ensemble des élus qui siègent à l'AFE ou l'ensemble des conseillers des Français de l'étranger qui sont présents à ce webinaire. Saluer également la présidente Isabelle Frêche qui est présente, la présidente de la CFE, et puis tous ceux qui siègent au conseil d'administration et qui ont évidemment une expertise, une connaissance de la Caisse des Français de l'étranger qui va donc animer ce webinaire. En quelques mots d'abord, permettez-moi de remercier et de vous féliciter pour le travail qui a été fait lors des assises. Nous les avions lancées donc en mars dernier, vous l'avez dit. Les travaux ont été denses, ont été riches. Nous les avons suivis ici avec mon cabinet régulièrement. Nous avons pu participer aussi à certains travaux. Et donc d'abord, merci pour tout cela, car de toute façon, les sujets qui ont été abordés, les recommandations qui en ressortiront lors de la prochaine AFE dans maintenant un peu plus d'un mois, viendront nourrir soit des évolutions législatives, soit réglementaires, qui de toute façon seront utiles à la protection sociale de nos compatriotes à l'étranger. Et c'est notamment vrai sur un sujet clé que nous avions abordé tout de suite dès le lancement des assises, qui était la CFE. La CFE, vous le savez, qui est confrontée à plusieurs défis, des défis d'ordre financier, des défis de gouvernance, et nous avions promis, dès le début de ces assises, d'avoir un exercice le plus transparent possible pour qu'il soit le plus efficace possible, avec non seulement l'ensemble des participants des assises, mais au-delà. Et c'est l'objet de ce webinaire ouvert pour que la plus grande transparence soit faite d'abord sur l'état des lieux de la Caisse des Français de l'étranger, mais aussi que les recommandations, nous allons y venir, des missions d'inspection, puissent aussi être transmises de la façon la plus claire possible pour que chacun puisse se faire une bonne idée des bonnes mesures à prendre et de l'avenir de la Caisse qui concerne tant de nos concitoyens établis hors de France. Le principal objectif que je crois nous devons garder à l'esprit, c'est celui de la préservation et de la consolidation de la CFE comme mission de service public. Et je crois là-dessus, après avoir entendu nombre d'entre vous pour les assises, que nous y sommes tous attachés. Si parfois nos avis sur les moyens à employer pour y parvenir peuvent diverger, je crois que notre objectif collectif demeure le même, c'est celui de préserver et de consolider un vrai service public de protection à travers cette CFE. Et donc, il nous faut rester collectivement très rassemblés et très concentrés sur le fait que si nous menons ces travaux d'inspection, mais aussi derrière de transformation, c'est d'abord et surtout avec un objectif de préservation et de consolidation d'un modèle de protection sociale à l'international que souvent d'autres pays nous envient et que nous pouvons être fiers d'avoir. Et à travers ce message de volonté de continuité et de préservation dans la protection sociale des Français de l'étranger, il y a aussi un remerciement à la fois à sa présidente, à son directeur général et l'ensemble des effectifs de la CFE, mais aussi pour saluer le courage des décisions qui ont été prises jusqu'à présent, qui ne sont pas toujours des décisions faciles, mais pour tenter d'assurer au maximum la pérennité financière de cette caisse qui fait face, donc, je l'ai dit, structurellement, à des défis de soutenabilité financière que nous allons aborder dans ce webinaire. Mais il serait totalement erroné et malhonnête de dire que rien n'a été fait jusque-là. À la fois le conseil d'administration et la direction ont déjà pris plusieurs mesures demandant des efforts importants pour que la CFE puisse continuer à avancer. Alors, nous allons parler pendant ce webinaire des réformes structurelles nécessaires et des recommandations qui ont été présenté lors du rapport de cette inspection, à la fois l'inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, et l'inspection générale des finances, l'IGF, qui ont conjointement mené ces travaux. Ils sont à mes côtés, je les remercie pour leur présence et c'est tout de suite à eux que je céderai la parole pour la présentation des conclusions et des recommandations. Ce que je voulais peut-être juste vous dire, c'est que
Nous sommes là à la fois pour débattre des recommandations, mais aussi avoir vos retours d'expérience. Ce qui est important, une fois que des rapports d'inspection ont été faits, c'est de les confronter au terrain. Et donc, il faut que ce webinaire ne soit pas seulement un exercice top-down de transparence, mais aussi un exercice d'échange. Et donc, nous serons heureux, évidemment, d'avoir à la fois votre ressenti, mais aussi vos questions. Et nous y répondrons autant que de besoin. Et puis aussi vous dire que, à la fois, cet exercice de webinaire ouvert, les assises au mois d'octobre, avec leurs conclusions lors de l'AFE, ne sont qu'une étape clés, mais qui ne sont qu'une étape à l'avenir de la CFE qui devra derrière avoir un agenda réformateur à la fois législatif, et cela pourrait trouver sa place dans le projet de loi que j'avais présenté il y a maintenant quelques mois devant l'AFE et qui pourrait être tout à fait un véhicule pertinent pour permettre de réformer notre caisse, et aussi d'un point de vue plus réglementaire, c'est-à-dire infralégislatif, où il nous faudra avoir un certain nombre de mesures qui seront arbitrées politiquement, mais qui seront faites évidemment à l'aune aussi des échanges que nous aurons eus d'ici là. Donc pour résumer, merci à tous ceux qui ont été en responsabilité pour les assises de la protection sociale, car sans cela, nous n'aurions pas eu ce momentum d'accélération dans la réflexion pour notre CFE. Merci à tous les acteurs de la CFE pour toutes les mesures qui ont déjà été prises jusqu'à maintenant. Et puis, merci par avance à tous ceux qui permettront d'avoir cet échange et cette itération en bonne intelligence avec les recommandations du rapport d'inspection qui va vous être présenté maintenant dans quelques secondes, en vous disant que j'ai demandé aussi à mes collègues ministres du Budget et des Affaires sociales à ce que ce rapport puisse être partagé dans son intégralité. Et donc, il n'y a pas là-dessus de rétention d'informations particulières. Et je crois que cet exercice de totale transparence était tout à fait en lien avec les engagements que j'avais pris, mais aussi totalement nécessaire pour avoir une bonne lecture et un bon échange de ce qu'il nous faut faire maintenant pour les prochains mois et les prochaines années, avec cet objectif partagé donc de préservation de notre modèle social atypique, mais ô combien précieux pour nos Français de l'étranger. Voilà, Florian Bohème, je ne serai pas plus long. Merci encore d'avoir organisé cela. Merci à vous, Monsieur le ministre. Et vous l'avez rappelé, c'est la lettre de mission qui a diligenté cette inspection a été signée en juillet 2024 à l'époque par le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire, la ministre des Affaires sociales Catherine Vautrin et le ministre du budget d'alors Thomas Cazenave. Je passe tout de suite la parole aux inspecteurs de l'IGAS, Monsieur Thierry Dieuleveux, Monsieur Antoine Magnier, et aux inspecteurs de l'IGF, Monsieur Olivier Taillarda et Madame Émilie Maisonnave. Bonjour à toutes et tous. Je vais me charger de dérouler la présentation et puis, comme convenu, nous répondrons avec plaisir aux questions qui seront posées sur celle-ci. Alors, Monsieur Bohème a parfaitement introduit la mission et notamment en précisant les commanditaires de celle-ci en juillet 2024. Et nous avons, c'est Olivier, nous avons conduit nos travaux pendant 4 mois, donc de janvier à mai de l'année 2025. Donc, notre présentation, elle est articulée en 4 parties. Donc, une première partie de contexte et méthodologie. Ensuite, on vous présentera nos principaux constats sur le modèle économique de la Caisse des Français de l'étranger. Voilà, ce qui ressort vraiment de l'analyse détaillée que nous avons pu faire. Ensuite, on évoquera la situation financière de la CFE aujourd'hui et à venir, telle que nous avons pu la projeter. Et enfin, on vous présentera nos conclusions quant à une nouvelle réforme qui nous apparaît vraiment nécessaire concernant la CFE. Et on vous présentera également des scénarios de réorientation stratégique que nous avons commencé à étudier. Donc voilà, on peut passer à la première slide sur le contexte et la méthodologie. Donc déjà, le contexte, c'était bien une dégradation du modèle économique et des résultats financiers de la CFE, avec des déficits qui ont commencé à apparaître ces dernières années. On y reviendra un peu plus tard dans la présentation. Et on avait donc plusieurs objectifs pour notre étude. Le premier, c'était vraiment de décortiquer le modèle économique de la CFE et aussi d'embarquer une évolution de la précédente réforme, qui n'est pas ancienne, qui remonte à 2018. Ensuite, on avait l'objectif d'apporter un éclairage sur son cadre d'intervention, compris sous l'angle juridique.
bien sûr une analyse financière et une projection de celle-ci, et puis des scénarios d'évolution de la CFE que nous avons donc proposés à nos commanditaires, dans l'objectif bien sûr que ces scénarios consolident son modèle économique. Donc pour cela, nous avons déployé une méthodologie assez classique dans le cadre d'une mission d'inspection avec de nombreux entretiens avec des parties prenantes. On a rencontré certains d'entre vous, dont cela passe par les équipes de la CFE et son conseil d'administration, avec aussi les administrations bien sûr, et puis l'ensemble de l'écosystème aussi dans lequel elle s'intègre. Donc, nous avons pu voir un certain nombre d'assureurs ou de gestionnaires qui sont en charge d'assurance dans le secteur de la mobilité internationale. Puis nous avons également rencontré quelques parlementaires des Français de l'étranger. Donc ensuite, nous avons conduit une analyse financière, une analyse quantitative des données de dépenses de soins de la CFE qui apporte de riches enseignements dont on vous fera part tout à l'heure. Et puis nous avons effectué une analyse juridique sur le cadre d'intervention de la CFE en mobilisant les juristes spécialisés de nos deux ministères. Donc on va ensuite passer aux principaux constats sur le modèle économique de la CFE. Alors, bon, un petit rappel, ça je pense que vous le savez très bien, le cadre d'action de la CFE et les produits qu'elle propose, à la fois en risque maladie et en risque accident du travail et maladie professionnelle. Peut-être le point principal sur lequel je souhaite attirer votre attention dans cette slide, c'est la conviction que s'est forgée la mission, que l'offre de la CFE a été simplifiée et plus lisible depuis la réforme de 2018. Donc ça, c'est un point positif qu'on a souligné dans notre rapport. Ensuite, la distinction en zone géographique, je pense que vous la connaissez, donc on va pouvoir passer à la slide suivante. Concernant l'évolution du portefeuille de la CFE, que nous avons pu analyser sur assez longue période, puisqu'on est remonté à 2010. Ce qui est important de noter, c'est que on a une diminution assez significative de la part des contrats collectifs au sein du portefeuille de la CFE, au profit des contrats individuels, qui augmentent. Et aujourd'hui, les contrats collectifs ne représentent plus qu'un tiers du portefeuille, là où c'était la moitié en début de période en 2010. Et on a également une tendance qui est intéressante à noter, qui rejoint une tendance plus globale de la mobilité internationale, avec une baisse plus forte des bénéficiaires que des adhérents. Les bénéficiaires, ce sont les ayants droit sur un contrat, ce qui pourrait signifier une moindre expatriation en famille que l'on a pu, en tout cas, tendance qui a été étayée par d'autres interlocuteurs dans le cadre des entretiens qu'on a pu faire. On a également analysé la structure d'âge du portefeuille de la CFE et on a pu constater que malheureusement, malheureusement, on y reviendra pour les raisons, mais l'objectif qui était poursuivi par la réforme, qui était de rajeunir le portefeuille, n'a pas été atteint, puisque la part des plus de 60 ans, elle, a augmenté au sein du portefeuille en passant de 13 à 19% en 2010 et 2024. Et on avait également un autre objectif de la réforme de 2018 qui était de doubler le portefeuille de la CFE. Et donc cet objectif n'a pas été atteint. Et a posteriori, vu la dynamique qui préexistait, on peut penser que cet objectif était très ambitieux, voire impossible à atteindre. On peut passer, merci, à la slide suivante. Donc, on a décortiqué le modèle économique de la CFE qui évolue au sein d'un secteur concurrentiel et on est arrivé à la conclusion qu'elle dispose d'avantages certains, mais aussi d'inconvénients au sein de ce secteur. Les atouts pour démarrer, on a la carte vitale pour les soins en France et après une phase de rodage qui nous semble avoir pris quand même quelques années, aujourd'hui donne dans l'ensemble satisfaction aux interlocuteurs qu'on a pu rencontrer, notamment des entreprises adhérentes à la CFE. Et puis, et surtout, la mission a acquis la conviction que l'avantage le plus décisif dont dispose la CFE dans son secteur d'activité, c'est la collecte des cotisations vieillesse pour le compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Ce qui permet je pense que vous le savez, de continuer à cotiser pour la retraite française durant une période d'expatriation. Et ça, c'est un avantage qui est vraiment très important pour la CFE, puisqu'on a pu constater que c'est un produit d'appel, notamment auprès des entreprises qui expatrient, qui vont partir de ce produit-là et qui vont derrière compléter avec des produits en santé pour lesquels la CFE est véritablement assureur. Et donc ça, on peut imaginer que si on retirait cet avantage-là à la CFE, qu'elle pourrait perdre un certain nombre de clients. Elle a aussi des handicaps au sein d'un secteur concurrentiel qui ont leur contrepartie positive, bien sûr, mais qui elle, la distingue de ses concurrents. C'est l'absence de sélection médicale ou liée à l'âge, c'est-à-dire qu'on peut toujours adhérer à la CFE, quel que soit son état de santé et quel que soit son âge.
Ensuite, on a la présence des contrats ex issus de la réforme dans son portefeuille. On y reviendra plus précisément tout à l'heure. Et ensuite, le dispositif de catégorie aidée, on y reviendra également, qui est bien sûr un dispositif social qui a son intérêt, mais qui, du fait de son financement, introduit une charge pour la CFE. L'autre élément qui la distingue particulièrement dans le secteur dans lequel elle évolue, c'est les partenariats de fronting avec les autres assureurs qu'elle peut conclure depuis la réforme de 2018. Ça permet d'offrir des offres couplées avec régime de base assuré par la CFE et complémentaires par ses partenaires. Voilà, la mission porte un regard positif sur ces partenariats qui, en fait, lui donne une place unique dans le secteur concurrentiel. C'est-à-dire que la CFE n'est pas perçue comme un concurrent comme d'autres au sein de ce secteur. Elle est aussi perçue comme un partenaire, ce qui lui permet de se distinguer. Et l'élément important qu'on a pu montrer, c'est que ces offres couplées ont une bonne compétitivité prix, c'est-à-dire qu'elles sont en ligne avec les prix de marché. Et ça lui a également permis d'améliorer sa qualité de service. Et peut-être un dernier mot sur le bloc de droite, qui illustre des chiffrages qu'on a pu faire sur les dépenses de soins assurées par la CFE. Et on a décortiqué un petit peu la dynamique et la structure des dépenses de soins de la CFE. Et on a par exemple mis en évidence que l'effet des adhésions tardives, c'est-à-dire des personnes qui pourraient adhérer à partir de 65 ans et qui n'auraient pas adhéré plutôt à la CFE. Donc pourquoi c'est intéressant de regarder ça? Puisque c'est l'effet de l'absence de sélection liée à l'âge, c'est-à-dire que les concurrents de la CFE n'ont pas, en tout cas mettent des barrières liées à l'âge et donc n'auraient pas à acquitter ce type de coûts, c'est-à-dire les coûts de dépenses de santé des personnes plus âgées lors de leur adhésion. Et donc on a pu estimer que ce surcoût de dépenses liées à des adhésions tardives à partir de 65 ans était de l'ordre de 12 millions d'euros. Donc ça donne une illustration de la mission de la CFE qui consiste à ne pas poser de barrières liées à l'âge ou à l'état de santé. Donc on va ensuite passer à la slide suivante sur peut-être les deux raisons principales, hein, il peut y en avoir d'autres, mais en tout cas pour la mission, les deux raisons principales qui fragilisent le modèle économique de la CFE aujourd'hui sont la sous-tarification structurelle en santé et la présence dans son portefeuille des contrats ex. Donc sur le premier point, en fait, il faut avoir en tête que de longue date, au sein du portefeuille de la CFE, seuls les contrats collectifs et les contrats en accident du travail, maladie professionnelle sont équilibrés, c'est-à-dire que les recettes les recettes commerciales tirées de la vente des contrats couvrent les frais engagés en dépenses de santé et également les frais de gestion qu'il faut bien entendu couvrir. En revanche, ce n'est pas le cas pour les contrats individuels en santé qui ont en fait un déséquilibre structurel depuis, on n'a pas pu définir depuis quand, mais en tout cas de longue date. Et donc ça conduit en fait à un portefeuille qui est assez déséquilibré. Comme je vous le disais au début, les contrats collectifs baissent au sein du portefeuille, donc mécaniquement, le problème s'accentue avec un déséquilibre sur les contrats en santé. Il faut avoir en tête que, et Monsieur le ministre le soulignait, il y a eu des efforts qui ont été faits en conseil d'administration. Si quelqu'un peut couper son micro, s'il vous plaît, on a des bruits parasites. Donc, il y a eu des revalorisations tarifaires, notamment décidées pour les années 2024 et 2027, qui ont été vigoureuses. Toutefois, ce n'est pas suffisant pour résorber le déficit structurel de ces dernières années. Et c'est aussi lié le déséquilibre est renforcé par les contrats ex qui sont présents dans le portefeuille de la CFE, qui sont liés à la précédente réforme, où l'idée c'était que les potentiels perdants à la réforme avaient leur cotisation plafonnée à 50% du montant de la pré-réforme et avec des augmentations annuelles qui étaient aussi plafonnées. Sauf que, du fait de l'inflation, des coûts de santé qui est un phénomène qu'on peut constater également dans le secteur privé, tout comme auprès des adhérents de la CFE. En tout cas, cette inflation des coûts de santé a conduit en fait l'ensemble du secteur à devoir faire des revalorisations tarifaires. Et donc pour la CFE, les revalorisations tarifaires des contrats classiques en fait ont empêché toute convergence avec les contrats ex qui eux étaient plafonnés à plus 5% par an. Donc tout ça pour dire qu'on arrive au bout de l'histoire des contrats ex en 2026, c'est-à-dire les hausses qui ont été pratiquées font qu'elles sont désormais bloquées au montant qui avait été fixé par la loi à plus 50%, et donc aucune revalorisation ne sera possible à partir de 2026, ce qui est particulièrement préoccupant puisque dans le secteur de l'assurance, ça n'existe pas d'avoir aucune augmentation. Il faut pouvoir à minima suivre le rythme des dépenses. Donc là, c'est un point majeur sur lequel on reviendra dans nos propositions.
Donc, on va passer à la slide suivante. Des éléments rapidement sur la catégorie D. Donc, nous, le message qu'on porte, et l'analyse qu'on a pu faire, c'est que ce dispositif, il répond à une population limitée, malgré un coût qui est en forte hausse. Donc, par exemple, les 10 premiers pays représentent 83% des bénéficiaires de la catégorie D. C'est le graphique de gauche. Et ce qu'on a pu regarder, c'était le coût de ce dispositif. Donc, la subvention du MEAE est dans l'ensemble stable ces dernières années, mais comme les revalorisations des tarifs de catégorie D sont restées assez mesurées, son coût a augmenté et finalement, il a été multiplié par 5 depuis 2016, ce qui a conduit à une hausse de la prise en charge par la CFE elle-même de ce dispositif. Donc, ensuite, on va passer à la situation financière de la CFE. Donc, le principal message, c'est qu'elle est dégradée. Ça, ce n'est sans doute pas une surprise, mais on a pu faire une projection. Ah, je passe à la oui, pardon, oui. Et cette tendance devrait se poursuivre dans les années à venir et on va vous présenter les résultats de la projection. Donc, déjà, ce qui est important à avoir en tête, c'est notre principal message, c'est que la CFE présente un déficit d'exploitation qui est systématique, donc tous les ans depuis 2018. C'est-à-dire que les recettes qu'elle tire des cotisations ne suffisent pas à couvrir les dépenses et les charges générales, les charges de fonctionnement de la CFE. Et donc, en conséquence de ça, le résultat net, il oscille entre des excédents et des déficits en lien avec la volatilité du résultat financier, puisque la CFE a tout de même un certain nombre de placements financiers, mais dont le résultat est en fait assez oscillant d'une année à l'autre. Donc, on a également des déficits ponctuels du résultat financier au cours de la période. Il faut rappeler que la CFE se voit assigner un objectif d'équilibre des recettes et des dépenses qui lui est fixé par la loi et la réglementation. Donc, ces déficits ne sont pas anodins. Le dernier déficit en 2024 est de moins 18 millions d'euros. Il est préoccupant puisque cette année-là, le résultat financier était positif l'année dernière. Donc là, en 2024, le résultat financier ne suffit plus à couvrir le déficit d'exploitation de la CFE. Et donc sur l'ensemble de la période, on voit qu'on alterne globalement entre un résultat net positif et un déficit net. Ça a des conséquences en termes de fonds propres de la CFE qui ont baissé de 20% entre 2018 et 2023. On va passer à la slide d'après. Donc là, pour vous expliquer un petit peu notre cadre de travail, donc on a réalisé une projection à 2030 de la situation financière de la CFE. Donc pour cela, on a pris les hypothèses fil de l'eau, en fait, des hypothèses les plus raisonnables qu'on peut anticiper pour les prochaines années. Donc, par exemple, pour ce qui est de l'évolution du portefeuille, on a prolongé les tendances qu'on a observées ces dernières années. Et on a également pris une hypothèse qui est la plus raisonnable à date et qui consiste à faire évoluer les recettes issues des cotisations comme les dépenses de santé. Alors, il faut avoir en tête que cette hypothèse nécessite d'avoir des revalorisations régulières votées par la gouvernance de la CFE. Et donc, ce scénario qu'on appelle au fil de l'eau, qui permet de se dire, toutes choses égales par ailleurs, où sera la CFE en 2030 ? Ça tient compte des mesures tarifaires dont je parlais tout à l'heure, qui ont été prises par le CA de la CFE pour 2024 et 2025. Et donc, où est-ce qu'on en est ? C'est intéressant de regarder la courbe orange qui est en dessous du graphique. Donc, le résultat d'exploitation, il se résorbe quand même dans une certaine mesure sur la période. Ça, c'est lié aux mesures tarifaires qui ont été prises. Donc, voilà, ça va quand même dans le bon sens, mais ce n'est pas suffisant. Et il reste négatif sur la période et un déficit d'exploitation m'a conduit à une dépendance, comme je vous expliquais, au résultat financier, qui est lui-même très variable. Et donc, nous, le modèle économique de la CFE ne peut pas être soutenable dans ces conditions, puisque vraiment la condition de soutenabilité de ce modèle, c'est de rétablir un bénéfice d'exploitation qui soit consistant et surtout tous les ans, en fait, qui soit systématique. Donc ensuite, je vais vous montrer l'hypothèse. Peut-être. Je t'en prie, bien sûr. Un mot. Vous verrez dans le cadre qui est à droite de la slide que cette hypothèse au fil de l'eau repose quand même sur une série de décisions du conseil d'administration. Donc, c'est pas la projection de l'état des décisions et des tarifs tels qu'ils sont aujourd'hui. Ça suppose que chaque année, le conseil d'administration prenne des décisions de relèvement
des cotisations qui soient proportionnelles à la hausse des dépenses de santé. Je suppose que ces dépenses de santé qui croissent sur la période récente vont continuer à croître sur la période à venir. Et donc, c'est une hypothèse assez forte dans laquelle vous voyez que même en prenant ces décisions de revalorisation tarifaire, on reste dans une situation de déficit d'exploitation qui ne se résorbe que lentement. Je te rends la parole. Tout à fait. Alors, on a également projeté la situation des fonds propres de la CFE qui découle en fait directement de l'analyse précédente. Et donc, on a fait en fait deux types d'hypothèses. La première, c'est une hypothèse prudente qui est de se dire, le résultat financier étant quand même très oscillant, il est plus prudent donc de le neutraliser, de partir du principe qu'il vaut 0 en projection, puisque vraiment une année sur deux, à peu près, il est négatif. Et donc ça nous amène sur la courbe jaune qui montre que les fonds propres continuent à diminuer sur la période. Si on prend une hypothèse moins prudente, mais qui consiste à prendre un résultat financier moyen de 7 millions, là, on a une reconstitution lente des fonds propres sous l'effet, en fait, du seul résultat financier qui arriverait à légèrement dépasser le résultat d'exploitation. Néanmoins, voilà, on y reviendra, il y a de nombreuses incertitudes qui pèsent sur les prochaines années. La mission recommande quand même plutôt la prudence dans l'approche de la situation à venir de la CFE. On va ensuite passer aux propositions en fait, que l'on fait de réforme. Donc, nous, voilà, la mission a porté un projet de réforme dit paramétrique. Donc, vous allez en voir les différentes briques qui revient à quand même partir du principe que la CFE, telle qu'elle est aujourd'hui, avec les ajustements importants que l'on propose, peut continuer sa mission encore plusieurs années. Néanmoins, on y reviendra. On a identifié un certain nombre de risques qui, pour nous, nécessitent d'en tenir compte, bien sûr, et de consacrer aussi du temps et de l'énergie à regarder des scénarios de réorientation stratégique si la réforme ne suffisait pas à maintenir la CFE encore très longtemps. Donc, la réforme paramétrique de la mission, alors elle a 3 objectifs. Un objectif de rentabilité, un objectif d'équité et le troisième de performance. Donc, sur la rentabilité financière, donc c'est vraiment lié à ce que je vous disais tout à l'heure de résultats d'exploitation qui doit être positif. Cotisations doivent couvrir les dépenses et les dépenses de santé et les charges générales de la CFE. Donc, pour la mission, cela passe par le premier bloc qui est vraiment d'équilibrer l'activité assurantielle de la CFE, notamment son portefeuille individuel en santé qui est déséquilibré. Et donc, pour la mission, il faut s'inscrire dans une trajectoire de revalorisation de l'ensemble de ces produits en assurance santé pour avoir un ratio de prestations sur cotisation qui soit de 0,8. Pourquoi 0,8 ? Parce qu'il y a environ 0,2 c'est-à-dire 20% des cotisations qui correspondent aux frais de gestion de la CFE. Donc, la marge peut être un peu haute sur certains contrats, donc on propose de le faire en 3 ans, entre 2026 et 2028. Ensuite, donc une mesure qui est difficile, mais qui pour nous est nécessaire, qui est d'acter un principe d'extinction des contrats ex. Ça nécessite a priori la voie législative. En tout cas, ça avait été les contrats ex ayant été fixés par voie législative, une voie semblait nécessaire. Donc voilà, il faut pouvoir, pour nous, éteindre ces contrats par une convergence tarifaire progressive, toujours entre 2026 et 2028, pour la cible de cotisation des nouveaux contrats. Donc, certes, c'est une mesure qui est difficile parce que pour certains contrats, la marge peut être haute. J'ai plus exactement peut-être une marge de 1 à 3, il me semble, sur certains contrats. Néanmoins, l'argument principal de la mission sur lequel on veut attirer votre attention, c'est que si on laisse ces contrats ex tels qu'ils sont, je vous l'ai dit, on ne peut plus les revaloriser aujourd'hui, eh bien, les revalorisations tarifaires pour tout l'ensemble du portefeuille seraient aussi vigoureuses. Et donc, finalement, on pénaliserait l'ensemble du portefeuille pour maintenir un portefeuille réduit de contrats qui ont déjà quand même fortement bénéficié depuis la réforme 2018 de tarifs plus bas que les nouveaux adhérents de la CFE. Donc ces deux propositions que l'on fait en termes de rentabilité financière, pour nous, doivent être assises sur des éléments de gouvernance qui doivent être en cohérence avec l'objectif d'équilibre financier. La mission a pu constater un certain tropisme, alors le mot est peut-être fort, mais quand même une attention particulière envers les adhérents individuels au sein de la gouvernance de la CFE, alors que
voilà, les entreprises sont également un pourvoyeur de contrats important pour la CFE, c'est quand même un tiers du portefeuille. Et donc, on pense que les entreprises devraient être mieux représentées au sein de la gouvernance de la CFE pour aussi faire valoir leurs intérêts. On a pu voir que par le passé, les revalorisations tarifaires pouvaient être plus importantes pour les entreprises que pour les adhérents individuels. Donc, il nous semble qu'il y a un enjeu à renforcer la place des employeurs de manière à avoir une représentation équilibrée entre, par exemple, entre ces deux groupes d'adhérents. On propose aussi, dans cette réforme dans la gouvernance, d'inclure formellement le MEAE parmi les tutelles, puisque ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors que c'est un ministère qui a bien sûr, on le voit avec ce webinaire aujourd'hui, tout intérêt aux travaux et aux missions de la CFE. On propose également un dispositif qu'on espère ne pas avoir à être mis en place, mais qui permettrait d'être un garde-fou, c'est de prévoir un mécanisme de fixation d'office des cotisations si les décisions prises par le conseil d'administration contreviennent à l'objectif d'équilibre de la CFE. Voilà, on espère que qu'on n'ait pas besoin d'activer cela, mais il nous semble important de le mettre en place, car par le passé, on a pu voir des revalorisations tarifaires qui étaient insuffisantes pour faire face à la situation de la CFE qui se dégradait. L'objectif numéro 2, c'est de renforcer l'équité et la solidarité intergénérationnelle. Donc, le premier bloc, ça concerne la catégorie aidée. Pour la mission, ce dispositif, qui a en tout cas une vocation sociale, il est mal ciblé. En fait, la cotisation de la catégorie aidée est probablement trop onéreuse pour des personnes qui peuvent être vraiment nécessiteuses et pas assez, et paradoxalement pas assez cher pas assez élevé pour qu'il y ait quand même une forme d'équilibre au sein de ce contrat. Et donc, les caractéristiques de ce dispositif aujourd'hui conduisent à tirer son coût à la hausse. Donc, on propose une réforme à minima de ce dispositif, sachant qu'il pourrait être envisagé de le réformer plus amplement, mais en tout cas, la proposition de la mission consiste à l'ajuster déjà en tenant compte du coût de la vie pour l'éligibilité au dispositif, avec des seuils en ressources qui tiennent compte de l'indicateur de parité de pouvoir d'achat. Ensuite, de tenir compte de la composition du foyer dans le seuil d'éligibilité et le tarif de cotisation, en fait, comme les autres produits de la CFE. Donc là, on propose vraiment de l'aligner un peu sur le droit commun. Et enfin, il nous semble, mais en tout cas, c'est la proposition qu'on fait, que la part de l'État dans le financement du dispositif pourrait être réexaminée pour aller, par exemple, vers un véritable 50-50 entre la CFE et l'État sur le financement de ce dispositif qui est assigné à la CFE par la loi. Enfin, on a constaté une difficulté qui consiste en les adhésions qu'on peut appeler opportunistes, donc qui sont des adhésions qui peuvent être faites à la CFE une fois qu'on est malade ou une fois qu'on ne peut plus adhérer à une assurance privée. Et ça, c'est problématique puisque la mission de la CFE repose sur la mutualisation avec des solidarités entre assurés qui peuvent s'engager sur le moyen long terme. Je pense notamment à des personnes qui sont durablement à l'étranger. Et donc, nous, on propose des mesures assez fortes, mais qui nous semblent nécessaires pour justement lutter contre ces adhésions opportunistes et qui battent en brèche le modèle de la CFE. Donc, la première brique, c'est de majorer fortement les cotisations pour des adhérents qui seront en discontinuité par rapport au régime général français. Ça pourrait être à partir d'un seuil de 45 ans, par exemple. Et ensuite, de mettre en place un plafond annuel de prise en charge de dépenses de santé la première année, voire les 2 premières années. Donc, tout ça doit être ajusté par une étude si cette proposition était retenue à la fois par l'administration et la CFE. Et à nouveau, l'idée, c'est d'exempter de ce type de disposition des adhérents qui sont en continuité avec le régime général. Et donc, pour nous, cette réforme paramétrique, elle maintient les principes fondamentaux de la CFE tout en ajustant son modèle, mais ça permet de continuer à maintenir l'absence de sélection médicale liée à l'âge et puis de maintenir la continuité avec la sécurité sociale française qui est quand même au cœur du modèle de la CFE. Et le dernier objectif, donc on passe à la slide suivante, c'est d'améliorer la performance de la CFE. Donc ça consiste à poursuivre les efforts qui ont quand même déjà été entrepris par les équipes de la CFE et sa direction d'amélioration du service rendu aux clients. Donc là, nous, on propose à la CFE de poursuivre ses efforts en la matière pour développer une culture de service aux clients avec de la communication à renforcer et puis des outils numériques à développer. Ensuite, on a un sujet d'effectifs à la CFE. Sur le long terme, on peut le voir sur le graphique de droite, les effectifs ont augmenté
les dépenses de personnel forcément aussi, mais également les consommations en provenance de tiers, c'est-à-dire en fait des missions qui sont externalisées par la CFE avec un recours à des prestataires extérieurs. Donc pour la mission aujourd'hui, il faut envisager arrêter d'augmenter les effectifs à la CFE, voire les diminuer pour renforcer les fonctions clés par redéploiement, considérant que aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'externalisation. Je vous parlais des partenariats de fronting. L'augmentation des effectifs aujourd'hui peut difficilement se justifier. Très bien. Donc, on va passer à la suite. On a fait le même type de projection à 2030 avec l'effet de la réforme que je viens de vous présenter. Et donc, le résultat d'exploitation, on peut le voir sur la courbe jaune, eh bien, se rétablit dès 2027 et se consolide à partir de 2027 et 2030. Donc, on va aller à nos scénarios à la fin. Donc, sur la slide d'après, on a la reconstitution des fonds propres qui est liée au rétablissement d'un bénéfice d'exploitation avec donc une courbe de fonds propres qui augmente, que l'on prenne en compte les résultats le résultat financier en vert ou qu'on ne le prenne pas en compte selon la même hypothèse prudente dont je vous parlais tout à l'heure sur la courbe jaune. Et donc ensuite, si on bascule pour la fin de la présentation, sur l'avenir, si on prend un petit peu de recul, la mission a mis en évidence un peu 4 risques stratégiques qui, si se matérialisaient, pourraient mettre en péril l'aboutissement de la réforme. Donc le premier, c'est un risque juridique sur l'activité de la CFE dans l'Union européenne. Donc c'est 18% du portefeuille de bénéficiaires. Les contrats sont plutôt plus rentables que la moyenne. Alors, c'est lié, on pourrait y revenir si vous avez des questions dessus, hein, je crois que c'est le cas. Mais voilà, l'interprétation de textes européens en la matière est assez claire et on ne peut pas en fait cumuler en Europe un régime obligatoire de sécurité sociale relevant d'un État et une assurance facultative de type CFE. On pourrait y revenir. Alors, ce qui est peut-être positif, c'est que la risque de survenance d'un contentieux apparaît faible, c'est-à-dire que cette situation est finalement très ancienne, elle a probablement plusieurs décennies. Néanmoins, si il y avait un contentieux, l'issue de l'éventualité serait très probablement négative, avec pour la CFE une interdiction de proposer des contrats au sein de l'Union européenne. Le deuxième risque stratégique, c'est un risque de mise en œuvre interne à la CFE. La mission, alors sans avoir fait un audit complet c'était pas l'objet de la mission, mais on a pu, au cours de nos investigations, mettre en évidence des faiblesses opérationnelles qui se traduisent dans des difficultés dans la conduite de projet. On pense notamment à la numérisation des outils et des procédures. On a également un risque concurrentiel en bas à gauche, avec, comme mon collègue le soulignait tout à l'heure, on a une hausse des coûts de santé qui est vigoureuse dans le monde. Et le marché de l'assurance santé, il est très concurrentiel. Donc, il faut pouvoir proposer des prix bas, c'est très difficile, c'est même impossible. Et donc, la compétitivité, c'est la qualité de service et la transformation numérique. Et ce ne sont pas les atouts de la CFE aujourd'hui. Et on a aussi un risque d'attrition structurelle du portefeuille, justement en lien avec l'explosion des coûts de santé. Il est difficile de savoir si les assurés continueront à suivre et donc à continuer à tous s'assurer justement dans un contexte de coûts très élevés. Donc il y a aussi ce risque-là à prendre en compte. Et donc ça a conduit la mission, on va passer à la slide suivante, à étudier 3 scénarios de réorientation stratégique. Et nous, notre recommandation, c'est aux administrations et à la CFE, c'est de continuer à les étudier en parallèle de la mise en œuvre de la réforme paramétrique que l'on propose. Le premier scénario, donc c'est le plus radical, c'est la fermeture de la CFE. Donc là, l'objectif poursuivi, c'est de prendre acte que cette politique publique ne serait plus justifiée. C'est un scénario qui présente l'avantage pour l'État de supprimer un risque de renflouement en cas de non-rétablissement de la rentabilité de la CFE. Il a bien sûr des points faibles, notamment en termes d'accès aux soins des personnes les plus précaires à l'étranger. Et il a bien sûr un risque d'acceptabilité fort au regard des orientations qui sont prises aujourd'hui. Donc le deuxième scénario au milieu, moins radical, plus en continuité, ce serait de réintégrer la CFE au sein du régime général. C'est ce qui préexistait avant 1984 et la création de la CFE comme une entité à part. Et donc là, l'idée, ce serait de rechercher des économies de gestion avec le régime général, avec une mutualisation opérationnelle. Nous, un point important que l'on propose dans ce scénario, c'est de maintenir une gestion financière distincte du régime général, c'est-à-dire que l'objectif de ce scénario, c'est de viser des synergies opérationnelles, mais pas de faire absorber les déficits de la CFE par le régime général. Donc, le point fort de ce scénario, c'est qu'il y a une neutralité pour les assurés.
Un point faible, c'est qu'il y aurait une moindre lisibilité du régime de protection sociale des Français à l'étranger, voilà, qui serait moins visible qu'aujourd'hui où on a un organisme distinct qui assure cette mission à part entière. On a aussi un certain nombre de risques, je pense notamment à des fonctions de la CFE qui lui sont dédiées aujourd'hui, le marketing, la prospection client, qui ne sont pas dans la culture et pas dans les attributions du régime général aujourd'hui, donc il y a un risque d'affaiblissement de cette mission. Et enfin, le troisième scénario, c'est la transformation en mutuelle ou en assurance. Donc ça ferait basculer la CFE dans le domaine privé. Donc il y aurait, l'État n'aurait plus de droit de regard sur sa gouvernance. On aurait un probable abandon des missions de service public de la CFE, notamment l'absence de sélection du risque. Mais ça permettrait une forme quand même de continuité, en préservant les offres et le portefeuille d'assurés de la CFE. Ce scénario n'est pas simple à mettre en œuvre, puisque ça impliquerait une transformation de la CFE et de ses fonctions internes selon le cadre européen de régulation du secteur assurantiel. Donc, je pense notamment à des exigences liées à la directive Solvabilité 2. On pourrait revenir en quelques questions, c'est un petit peu technique, mais tout ça pour dire que la CFE aujourd'hui ne répond pas à ses obligations et elle devrait s'inscrire dans une trajectoire ou notamment pour étoffer des fonctions de reporting financier, par exemple, qui n'existent pas aujourd'hui au sein de la CFE. Donc voilà, le principal message, c'est que nous, on les a esquissés, ces scénarios, on les a étudiés, mais on recommande d'en poursuivre l'étude au regard des risques stratégiques qui pèsent sur la CFE aujourd'hui. Et j'en ai terminé, donc on peut passer aux questions. Merci beaucoup, Madame Maisonnave, pour cette présentation, je crois, très concise. Il m'importe aussi de rappeler que cette présentation a déjà été faite il y a quelques semaines devant les parlementaires qui représentent les Français de l'étranger et qu'elle a été faite aussi devant le conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger. Et je passe dans une seconde la parole à la présidente du conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger qui représente les adhérents de la Caisse. Et j'invite toutes et tous qui souhaitaient poser des questions à le faire par écrit. Vous voyez, nous sommes une centaine à peu près sur le webinaire. Donc, je vous invite à sélectionner sur le côté gauche, si vous êtes sur un ordinateur, je ne sais pas comment ça figure sur un écran de téléphone, mais vous pouvez poser vos questions. Nous n'aurons peut-être pas la capacité de répondre à tous, mais en tout cas, nous les transmettrons ensuite aux inspections et aux différents ministères pour obtenir les réponses. Nous avons déjà une petite série de questions par ailleurs. Isabelle Frege, Madame la Présidente, je vous passe la parole. Merci Monsieur Bohème. J'ai assez peu de temps, je vais être brève et je vais faire d'abord des remerciements collectifs à destination de tous les acteurs qui ont pris part à l'organisation des Assises de la protection sociale des Français de l'étranger. Beaucoup sont bénévoles. Merci également, Monsieur le Ministre, d'accompagner les Assises depuis le mois de mars, d'accompagner l'Assemblée des Français de l'étranger et toutes les parties prenantes à ces échanges. Les Assises sont un exercice démocratique assez innovant pour les Français de l'étranger. C'est un point qu'il convient de souligner. Aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse est la Caisse des Français de l'étranger, caisse de sécurité sociale, à mission de service public, caisse autonome, qui est dans l'obligation d'équilibrer ses comptes, vous l'aurez compris. D'ores et déjà, je remercie les inspecteurs, les membres de l'inspection qui ont travaillé sur cette mission. Personne aujourd'hui ne revient sur l'utilité de cet organisme pour les Français de l'étranger, que ce soit les familles, les individuels ou bien des entreprises commerciales ou non. C'est un appui, un véritable appui à l'expatriation. C'est un soutien social aux Français de l'étranger. C'est une caisse hybride, mais elle est unique au monde et beaucoup nous l'envient. En 2018, était votée une réforme de la CFE qui s'appuyait largement sur un rapport conjoint de l'IGAS et de l'IGF de 2015. 10 ans après cette mission, 5 ans après la réforme et dès 2023, il était devenu évident qu'un bilan de la réforme devait être établi. Le nouveau bilan a pris la forme d'une nouvelle mission d'évaluation, l'IGAS-IGF, dont les recommandations viennent de nous être présentées. Il s'agissait d'évaluer la pérennité du modèle économique de la CFE.
Donc, la lettre de mission initiale fixait des commandes très claires. Il fallait faire le bilan de la situation de la CFE. Il fallait faire une vérification des effets utiles de la réforme, une vérification des moyens en vue d'équilibrer le budget, qui est une obligation, et voir si une nouvelle réforme était requise. Par contre, il était clair que les pistes de réforme recommandées ne devaient pas faire appel à une hausse de la participation de l'État. Dès lors, des portes de discussion, à mon avis, et je le regrette, se fermaient. Alors bien sûr, des améliorations dans le fonctionnement interne de la CFE sont nécessaires, voire obligatoires. Les membres du conseil d'administration en sont conscients et les participants aux assises le confirment dans leurs écrits. Mais comment envisager le maintien d'un portefeuille d'assurés en augmentant sans cesse les cotisations? Le risque est grand qu'un nombre important d'assurés renoncent à être protégés, quittent la CFE ou ne viennent pas adhérer. Il est demandé aujourd'hui à la CFE, qui est une petite caisse qui fonctionne presque exclusivement sur la base de cotisations, de poursuivre ses missions de service public et de solidarité sans soutien financier de l'État, alors que la branche maladie même de la sécurité sociale en France n'y parvient pas, malgré son mode de financement qui va largement au-delà des cotisations, qui comprend de la CSG et des impôts. Une plus large réflexion sur le modèle de protection sociale à la française doit, à mon avis, être entamée. La CFE doit pouvoir poursuivre ses missions de service public tant attendues. Par contre, il n'est pas certain qu'il y ait convergence entre les conclusions des assises, qui sont le reflet des besoins des usagers, des assurés, et les recommandations de l'audit. Ce qui est sûr est que ce moment d'échange est perturbé par l'actualité politique. Merci. Merci Madame la Présidente. Vous avez, je crois, finalement déjà ouvert le débat avec un certain nombre de questions. Vous me permettrez de poser deux questions qui ont déjà été relayées, qui sont des questions, je qualifierais plus politiques. Et ensuite, nous avons des questions d'ordre technique et j'invite vraiment toutes celles et tous ceux qui souhaitent poser leurs questions à le faire via le chat. Nous allons pouvoir les sélectionner. Monsieur le ministre, deux questions qui sont finalement liées. Est-ce que dans le PLFSS, donc le projet de loi de financement de la sécurité sociale de 2026, il y avait des éléments qui concernaient la Caisse des Français de l'étranger? Et par ailleurs, est-ce que dans votre projet de loi que vous avez abordé en introduction, il y a aussi des éléments qui concernent directement la Caisse des Français de l'étranger? Je vous remercie. Je ne sais pas si la question a été transmise. Est-ce que vous m'entendez? J'ai l'impression que… Vous m'entendez là? Oui, je vous entends, Monsieur le Ministre. Je ne sais pas si vous avez entendu les deux questions. Oui, j'ai entendu. Sur le PLFSS, il n'y a pas de mesures préparées concernant la CFE à ma connaissance. Dans le projet de loi concernant les Français de l'étranger tel que nous le préparons, il y a effectivement la possibilité d'y introduire la question notamment des contrats ex, qui est une des problématiques qui est abordée évidemment dans le rapport et qui doit passer de toute façon par un véhicule législatif. Donc, ce projet de loi n'est pas finalisé, il est en cours de travail et de construction. Et justement, l'échange que nous avons dans ce webinaire et l'échange que nous aurons lors de l'AFE sera aussi l'occasion de confirmer, d'infirmer, de challenger cette question-là. Mais ce qui est sûr, c'est que le projet de loi des Français de l'étranger est le bon véhicule pour avoir un calendrier assez resserré concernant la question des contrats ex, puisque c'est une question législative. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Ce que je vous propose, c'est de prendre trois questions que nous avons reçues sur le chat et trois questions que nous avions reçues en amont de la part des administrateurs de la Caisse qui sont à destination des inspecteurs des deux inspections. Une première question que je vois sur le fil, n'y a-t-il pas une contradiction à demander à la Caisse des Français de l'étranger d'être à l'équilibre dans un système concurrentiel où les autres acteurs n'ont pas les mêmes contraintes? La mission de service public ne doit-elle pas être soutenue?
Il s'agit de la première question. La deuxième question, et vous y avez en partie répondu, mais vous allez pouvoir approfondir sur les scénarios que vous avez présentés. De nouvelles réformes sont à prévoir. Êtes-vous en mesure de les détailler? Et enfin, une troisième question sur le chat. Quel sera le pourcentage d'augmentation des cotisations individuelles prévues pour les années à venir? Je crois que l'inspection a aussi fait des scénarios sur ce point. Sur le premier point, la question du service public n'est absolument pas antinomique avec la question de la soutenabilité financière. Je pense même que c'est notamment dans une question de caisse quelque chose de central. Et d'ailleurs, ce n'est pas quelque chose de problématique aux yeux des responsables de la CFE. Il peut y avoir des déséquilibres financiers, ça peut être un choix collectif, mais enfin, il faut quand même une trajectoire de soutenabilité parce qu'à la fin, nécessairement, il faut bien que la caisse puisse fonctionner et que les services qui y sont associés puissent durer. Et pour cela ne peut pas être un puissant fond, bien sûr, et donc qu'il puisse y avoir des déséquilibres ponctuels ou choisis, c'est une chose, mais que structurellement la soutenabilité ne soit pas assurée, ça c'est un problème pour tout service public qui évidemment ne peut pas être durable. Donc la question à la première, votre première question, c'est que c'est justement parce que c'est un service public que nous voulons protéger qu'il faut y apporter un certain nombre de solutions structurelles permettant sa pérennité financière. La deuxième question, Florian, pardon, ça a un peu coupé. La deuxième question, c'est, je ne l'ai plus. C'est pas. Est-ce que quelqu'un l'a? Les augmentations tarifaires. C'est ça, les augmentations sur les scénarios d'augmentation et sur les scénarios de réforme. Quels sont les scénarios de réforme proposés par l'IGAS, par l'IGF? Je vais vous redonner la. Hop, on va rendre aux auteurs la parole. Quelqu'un d'autre, comme vous voulez, Madame Maisonneuve ou quelqu'un d'autre. Mes collègues compléteront peut-être pour le premier point. Sur les scénarios de réforme, nous on propose une réforme paramétrique que j'ai détaillée tout à l'heure. Nous vraiment, il y a trois objectifs. Le premier, c'est de restaurer la rentabilité financière de la CFE, et donc ça passe par une hausse des cotisations pour pouvoir couvrir les dépenses de santé et les frais de gestion de la CFE. Le deuxième, c'est un objectif d'équité, et là-dedans, on embarque des propositions sur la catégorie aidée, où il s'agirait déjà de mieux l'adapter à la composition des foyers et aux ressources prises avec un indicateur de pouvoir d'achat, c'est-à-dire pour avoir une forme d'équité notamment au sein d'une distribution de niveau de vie, de pouvoir avoir une équité entre un assuré qui serait par exemple à Madagascar et un assuré au Maroc. Ça, c'est pour le volet équité. Et ensuite, dans notre réforme, on embarque des éléments de performance de la CFE autour d'une stabilisation ou d'une réduction des effectifs, notamment. Et puis, ici, une amélioration du service rendu aux clients par la numérisation des outils. Donc ça, on propose une réforme qui est assez large, qui couvre plusieurs champs qui répondent à ces trois objectifs. Et les scénarios de réorientation stratégique dont je parlais tout à l'heure ne sont pas des propositions en tant que telles de la mission. Nous, on propose la mise en œuvre de notre scénario de réforme paramétrique. Mais au regard des risques qui pèsent sur la CFE sur les prochaines années, on a étudié ces scénarios et on recommande que l'administration poursuive l'étude de ces scénarios de façon à se prémunir d'une déconvenue qui pourrait arriver subitement dans les années à venir. Et ensuite, alors la question sur les revalorisations tarifaires, je vais peut-être me permettre de botter en touche puisque déjà c'est une compétence du conseil d'administration, donc la mission n'a pas vocation à dire les cotises doivent être de temps l'an prochain. Nous, ce qu'on a proposé, c'est de faire un scénario de convergence des cotisations individuelles en santé vers un certain ratio de prestations sur cotisation. Pourquoi ? Pour viser l'équilibre de chaque contrat. Donc oui, ça passe si c'est ça qui est, si cette proposition que l'on fait est retenue et on l'espère, cela conduira à revaloriser régulièrement sur les prochaines années les cotisations et en particulier de les revaloriser au-delà des dépenses de santé, de manière à résorber l'écart qui existe aujourd'hui entre les cotisations et les prestations.
Je peux pas m'engager sous le contrôle de mes collègues sur un chiffre pour 2026, ce qui serait un peu hasardeux et qui dépasse aussi notre cadre et le rôle qui est le nôtre. Je vous remercie. Nous sommes assez pris par le temps. Peut-être juste que les inspections peuvent quand même, si vous pouvez nous expliquer, nous donner quelle est la suite logique à ce type de rapport. Et ensuite, je repasserai la parole au ministre pour la conclusion. Mais j'ai envie de dire, et sans être dans la provoque, dans un temps normal, quelle est la suite donnée à un rapport des inspections et quel est le temps que ça prend pour que les propositions, qui décide des propositions, je pense que c'est important aussi d'expliquer à nos compatriotes qui sont ici présents, comment est-ce que ça fonctionne. Voilà. Alors, je redonne la parole à Mme Maisonneuve, le temps que la caméra s'adapte. Oui. Voilà. Alors, nous, on a remis notre rapport au commanditaire, comme vous le disiez, au mois de mai. Alors, il n'est pas encore rendu public, mais comme le soulignait Monsieur le Ministre, c'est bien l'objectif. Et donc, voilà, mais il y a certains ajustements à faire entre ministères qui sont en cours, mais ça ne devrait plus tarder désormais. Donc, ça n'a pas empêché qu'on puisse faire des séances de présentation, comme aujourd'hui, et puis auprès du CA et auprès des parlementaires il y a quelques mois maintenant. Alors, c'est vrai que je ne sais pas quel est l'usage en termes de si on passe dans une période d'affaires courantes, si un rapport pourrait être rendu public dans cette période-là ou s'il faudrait attendre. Enfin, ça, je pense que c'est vraiment du cas par cas. Il n'y a pas de doctrine en particulier sur le sujet. Mais si on met ce problème-là de côté, le cadre habituel de travail, c'est des prises de décision sur la mise en œuvre des recommandations d'une part et sur la diffusion du rapport par les autorités ministérielles via leur cabinet et des échanges avec l'administration. Donc là, les relais possibles, ce sont d'une part les tutelles de la CFE, de l'administration à son conseil d'administration. Donc, ce sont la direction de la sécurité sociale et la direction du budget aujourd'hui qui sont vraiment les rouages à côté État pour la mise en œuvre d'une réforme de la CFE. Et bien sûr, sous le contrôle des autorités ministérielles du moment. Si mes collègues le compléter, mais c'est l'état de... Peut-être en complément de ce que vient de dire Émilie Maisonneuve, l'essentiel des décisions à venir, au-delà des décisions qui pourraient être prises par les pouvoirs publics et les administrations de tutelle, comme vient d'être rappelé, l'essentiel des décisions relève du conseil d'administration de la CFE. Puisque c'est ça l'organe délibérant qui définit la politique de la caisse, son offre, ses tarifs, et donc éclairé par les conclusions de la mission, par les données détaillées de l'étude actuarielle qui a été réalisée avec la mission et l'aide d'un cabinet externe et que la caisse a entre les mains. Le conseil d'administration a d'ores et déjà entre les mains un certain nombre d'éléments très détaillés qui lui permettent de prendre des décisions, puisque ces décisions seront accompagnées d'autres décisions qui, elles, relèvent des pouvoirs publics. C'est une autre affaire et il n'appartient pas aux inspections de se prononcer là-dessus. On est là pour éclairer ces décisions, mais pas pour les prendre. Toujours est-il que je voulais rappeler que c'était quand même entre les mains du conseil d'administration que l'essentiel de l'avenir de la CFE va se jouer. Oui, je partage totalement le fait que nous ne devons absolument pas perdre de temps à la fois dans le travail au sein de la CFE en elle-même et aussi auprès de vous, les élus, pour tous ceux qui le sont dans ce webinaire, bien terminer les assises à l'aune de ces travaux-là, bien les intégrer par rapport aux orientations qui peuvent être tranchées au sein des assises, et puis que l'AFE du mois d'octobre soit évidemment aussi l'opportunité pour chaque groupe de prendre position par rapport aux recommandations concernant la CFE, que ce temps-là ne soit surtout pas un temps mort pour que les conseillers des Français de l'étranger, notamment ceux de l'AFE, puissent bien prendre position et affirmer leurs priorités là-dessus. Je crois qu'il faut essayer étant donné qu'ils sont nombreux à siéger au conseil d'administration de la CFE, je pense qu'il faut absolument que chaque partie prenante poursuive bien le travail de son côté, au moins jusqu'à l'AFE,
ce qui nous amène sur un calendrier d'à peu près 5 semaines qui doit être évidemment du temps de travail utile, en rappelant effectivement ce qui a été dit, c'est que beaucoup à la fin de décision et de prise en main de la réforme appartient à la CFE elle-même, c'est très important. Voilà. Merci beaucoup à toutes et à tous. Je crois que votre journée est très chargée, monsieur le ministre, et vous avez beaucoup d'engagement. Donc, merci encore une fois d'avoir permis cette réunion. Merci à l'ensemble des intervenants. Il y a un certain nombre de questions qui n'ont pas obtenu de réponse et nous essaierons d'y répondre dans les prochaines heures. Par ailleurs, ce webinaire sera rediffusé sur la page de l'Assemblée des Français de l'étranger dans les prochaines heures. Très belle journée à toutes et tous, ou très belle soirée où que vous soyez. Merci. Au revoir et merci.